Bonjour et bienvenue pour ce webinaire que nous consacrons aujourd'hui à la culture d'entreprise. Culture d'entreprise, on va voir ce que c'est, en quoi ça consiste et surtout comment la formaliser et l'intérêt de la formaliser. Je discutais hier avec un ancien client que j'avais accompagné il y a quelques années qui me demandait quel est le point commun entre tous les clients ou ce qu'on peut réaliser comme travail quand on accompagne nos clients dans le développement et la structuration de l'entreprise. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est cette notion de culture d'entreprise et de formalisation de la culture d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment procéder. Vous aurez des clés pour le faire vous-même. Et vous aurez aussi mon contact, bien sûr, si vous souhaitez approfondir ce sujet et si vous souhaitez un coup de pouce pour formaliser ça chez vous dans votre entreprise. Alors, pour lancer le webinaire, nous allons nous appuyer sur notre format habituel de présentation. Vous avez toujours la possibilité d'interagir avec la fenêtre discussion ou la fenêtre aussi questions et réponses qui vous permet comme ça de pouvoir soumettre vos interrogations et vos questions au fil de l'eau en fonction des concepts que je vais vous présenter. C'est l'annonce du lancement. Donc, merci encore pour votre intérêt sur cette question de la culture d'entreprise. Nous allons aborder ça de manière dense aujourd'hui. Nous allons viser les 30 minutes de webinaire pour aborder ce sujet de définir la culture d'entreprise. Nous allons aborder cette question en 3 temps. Pourquoi la culture d'entreprise est importante? Les éléments de la culture d'entreprise, on va voir qu'on aime à les définir comme étant la vision, la mission et les valeurs d'entreprise. On va voir quoi en plus en sus, comment les définir et comment les caractériser. Et ce, à travers ce qu'on peut appeler la charte d'entreprise, qui est un document que vous pouvez réaliser par écrit et que vous pouvez partager après à l'ensemble des collaborateurs, voire même aux parties prenantes, à vos clients, à vos fournisseurs, et qui va représenter, qui va décrire votre culture d'entreprise. Alors, pour aborder le premier point qui est pourquoi il est important de définir la culture d'entreprise, j'aimerais m'appuyer sur une étude de l'Institut Gallup. Tous les X années, l'Institut fait une enquête auprès d'un échantillonnage d'entreprises. Il y a quelques centaines, voire plus de 1000 entreprises sélectionnées sur un ensemble de pays, sur tous les continents. Et les questions sont posées pour définir le niveau d'engagement des collaborateurs. Et il ressort très souvent de ces études que le pourcentage de collaborateurs dans les entreprises qui est réellement engagé, c'est-à-dire qui défend les valeurs et l'intérêt de l'entreprise et qui s'épanouit à travers son implication dans l'entreprise, eh bien, ce pourcentage de collaborateurs est relativement faible puisque en moyenne, il était porté à 7% des collaborateurs. 7% des collaborateurs sont ou se considèrent comme engagés envers leur entreprise, ce qui nous laisse quand même 93% des collaborateurs qui ne se sentent pas engagés. Une autre étude, alors ça c'était une étude en 2017, une autre étude portée par le groupe Apicil et puis un institut de consulting, Mozart Consulting. Apicil est un groupe mutuel et prévoyance auprès des entreprises. L'objet de leur étude était sur le calcul ou l'estimation du coût moyen du désengagement et de la non-disponibilité dans les entreprises. Ils sont arrivés à une estimation annuelle d'à peu près 15 000 euros, donc 14 580 euros de coût annuel par an et par salarié. C'est le coût du désengagement. Alors, si on revient sur l'entreprise, enfin sur l'Institut Gallup et son enquête auprès des entreprises, et qu'on se restreint au champ européen, sur une dizaine de pays en Europe, eh bien, on voit globalement que la tendance est à peu près similaire d'un pays à l'autre, avec la proportion des personnes qui se disent engagées, des collaborateurs qui se disent engagés comme à peu près équivalent en France, en Italie, en Belgique, etc., et sur un certain nombre de pays. Donc, vous voyez ici la liste. C'est la couleur verte sur le graphique. Si vous pouvez voir les chiffres, c'est encore mieux. Au niveau français, je vais voir si je peux surligner. Voilà, au niveau français, on se trouve ici
Voilà, sur cette ligne-là. Donc, on n'est pas tout à fait les derniers, ou tout au moins, on n'était pas tout à fait les derniers en 2017 en termes de classement, mais la France présentait un ratio de 6% de personnes qui se disent engagées, 69% qui se disent pas engagés et 25% qui se disent complètement désengagés. Alors, pour situer les termes ou donner quelques définitions, activement engagés, d'après Gallup, ce sont les employés qui se considèrent comme hautement impliqués et enthousiastes dans leurs fonctions et sur leur lieu de travail. Donc, ça entraîne un certain niveau de performance, bien sûr, et d'innovation. Ils font avancer l'entreprise. Donc, ça, c'est la catégorie en vert. Au niveau de la catégorie en gris, ceux qui ne sont pas engagés, eh bien, ce sont des collaborateurs, des employés qui se considèrent comme psychologiquement détachés de leur travail et de leur entreprise, et leur besoin d'engagement n'est pas satisfait. Alors, ils y passent du temps, mais il n'y a ni l'énergie ni la passion consacrée au travail. Donc, ça, pour le groupe des collaborateurs qui ne sont pas engagés. Et complètement désengagés, eh bien, ce sont des collaborateurs qui se sentent malheureux au travail, qui sont frustrés et voire même qui sapent les accomplissements de leurs collègues, les collègues engagés en particulier. Donc, on voit que ça représente 25%, un quart des collaborateurs en France. Donc, un collaborateur sur 4 est désengagé, c'est-à-dire qu'il va même agir à l'encontre de l'engagement de ses collègues. Le pays en Europe qui se classait le mieux était la Norvège, avec 17% d'engagés et seulement 8% de désengagés. Ceci dit, la moyenne européenne est autour de 12%. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir obtenir l'engagement collaborateur. Alors, sans aller jusqu'à analyser les causes de ce désengagement, ce n'est pas l'objet du webinaire, je trouve intéressant de parcourir les questions qui ont été posées par l'Institut Gallup pour justement définir si les collaborateurs se sentent ou non engagés. Donc, ces questions, il y en a 12. Alors, la liste est représentée ici. Donc, je sais ce qu'on attend de moi au travail, je dispose des conditions matérielles et des ressources nécessaires pour faire correctement mon travail, etc., etc., etc. Si vous souhaitez la liste plus détaillée, vous pouvez soit la trouver sur Internet ou je peux aussi vous la transmettre. Ce qui me semble intéressant, c'est que sur cette liste, il y a plus de la moitié des questions qui portent sur quelque chose qui ne touche pas, qui n'est pas du ressort des tâches ou des missions confiées, c'est-à-dire qui ne sont pas du ressort de l'activité à réaliser par les collaborateurs. En fait, ces questions touchent à la culture d'entreprise. Je les ai surlignées ici en rouge. C'est par exemple mon manager ou quelqu'un d'autre au travail me prend en considération en tant que personne. Rien à voir avec la tâche, c'est la personne, donc on touche à la culture d'entreprise. Je peux compter sur au moins une personne qui encourage mon développement personnel et professionnel. Donc là encore, ça touche à la culture et à la façon dont on considère les collaborateurs, les collègues au sein de l'entreprise. Autre question, la mission ou la vision de mon entreprise me donne le sentiment que mon travail a de l'importance. Cette notion d'importance et de vision et de mission, on va y revenir, ce sont les éléments de la culture de l'entreprise. Voilà, les autres, mes collègues ont à cœur de fournir un travail de qualité. C'est un petit peu à cheval entre la tâche à réaliser, mais il y a cette notion de qualité qui nous rapproche de la culture. J'ai au moins un très bon ami au travail où, durant l'année, j'ai eu l'opportunité d'apprendre des choses intéressantes et de grandir. Là encore, rien à voir avec la tâche à réaliser. Donc, ces éléments-là, je trouve que ce n'est pas anodin de voir que la façon dont Gallup estime le niveau d'engagement des collaborateurs est lié à la culture d'entreprise, d'où cette notion de performance collective qui est fondamentalement liée à ces notions de vision, de mission, de valeur, de culture qu'on va détailler aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me semble être important de pouvoir vous le formaliser dans vos entreprises pour pouvoir par la suite soit la faire évoluer, soit la faire vivre pleinement, la transmettre, la partager et la vivre en collectif. Pour aller dans le sens de ces questions et de l'importance que peuvent revêtir ces notions de vision, de mission et de culture, je vous propose de faire un tour par la pyramide de Diels. Alors, Diels,
un chercheur sociologue de l'école de Palo Alto qui a beaucoup travaillé en PNL, programmation neuro-linguistique et en sociologie des organisations. Robert Dills modélise les processus qui influencent une personne, alors que ce soit une personne physique, vous ou moi, ou une personne morale. Voilà, le concept s'applique aux deux. Et il y a un certain nombre de processus qui vont influencer cette personne, physique ou morale. Alors pour aujourd'hui, je vous propose d'envisager justement la personne morale, votre personne morale, c'est-à-dire votre entreprise. Dans son approche, Dills regroupe des processus ou classe les processus d'influence en niveaux, avec des niveaux qui ont une hiérarchie, c'est ce qui est représenté sur cette pyramide. Dans un premier temps, la base de la pyramide, c'est l'environnement. L'entreprise, la personne morale, évolue dans un certain environnement, avec des contraintes, avec des opportunités. Dans cet environnement, l'entreprise va réaliser un certain nombre de choses, il va y avoir des actions, ça va produire des biens, des services, va les vendre, etc., va avoir des interactions avec ses clients, avec ses fournisseurs. Donc, c'est le deuxième niveau. Et pour réaliser tout ça, eh bien, la personne morale, l'entreprise va mettre en œuvre des compétences. Donc, c'est le niveau des capacités, du savoir-faire, des compétences, tout ce qui nous permet de réaliser ce qu'on réalise. Si on ne sait pas le réaliser, on ne peut pas le réaliser. Tout cela est logique. Dills montre aussi que les compétences, les capacités qui sont développées dans une entreprise sont très liées à ses croyances et à ses valeurs. Sur ce niveau-là, qui est le niveau 4 de la pyramide, les valeurs et les croyances rentrent en résonance. On va accorder un certain jugement sur ce qui nous entoure à partir de critères qui vont être des critères qu'on va appeler des valeurs et chacun, nous, vous, l'entreprise, va juger, va évaluer une action, un comportement en fonction de ces valeurs et en fonction des croyances qui sont portées autour de ces valeurs. Le niveau supérieur est celui de l'identité de l'entité, donc l'identité de l'entreprise, qu'on va aussi définir à travers ses rôles et au niveau de l'entreprise, à travers sa mission ou ses missions en tant qu'entreprise. Et le dernier niveau, qui est le niveau supérieur, le plus important, c'est celui des finalités, des buts, la finalité de l'entreprise qui va correspondre aussi à la vision. Alors, si on reprend classiquement cette classification avec un exemple, une entreprise évolue dans un environnement avec des clients. Il se peut que les personnes qui arrivent ne soient pas des clients qui correspondent parfaitement à l'entreprise. Eh bien, s'il y a un problème, une difficulté à un niveau, c'est peut-être lié à une difficulté au niveau supérieur. Et là, en l'occurrence, sur l'exemple du marché qui ne correspond pas forcément aux attentes de l'entreprise, eh bien, des actions de communication, des mauvaises actions de communication, voire même des mauvaises communications marketing peuvent entraîner eh bien, une connexion avec un environnement qui ne correspond pas à son environnement souhaité, idéal. Et dans ce cadre-là, il est intéressant, voire important, d'aligner l'entreprise avec son environnement, avec ses valeurs, avec ses capacités, avec les compétences mises en œuvre au sein de l'entreprise. Plus on monte sur cette pyramide, plus on touche à des niveaux primordiaux, à savoir que peut-être qu'un défaut de communication marketing va entraîner le mauvais environnement marketing donc au niveau du marché. Par contre, les compétences et les croyances de l'entreprise sont peut-être tout à fait correctes pour pouvoir évoluer et agir dans un autre environnement. Donc voilà, un problème de clientèle est peut-être lié simplement à un problème de communication. Par contre, si les valeurs portées par l'entreprise ne sont pas les bonnes, eh bien, l'entreprise ne pourra pas développer des compétences en communication requises. Et si les compétences en communication requises ne sont pas développées, eh bien, les actions de communication ne seront pas bonnes. Et donc, le client ou la clientèle qui va être sollicitée ne sera pas celle que souhaite l'entreprise. Donc, on voit que plus on monte comme ça sur ces niveaux des facteurs d'influence, des processus d'influence, plus on touche à ce qui est le cœur de l'entreprise. Et sur ce cœur de l'entreprise, les trois derniers niveaux sont, eh bien, de nouveau, vision, mission et valeur, c'est la culture d'entreprise. Donc, je trouve que c'est un bon système d'analyse de l'importance de la culture d'entreprise au sein de nos entités, personnes morales, pour l'exemple. Alors, ces trois entités, la vision, comment définir la vision? Vous pouvez l'appeler d'ailleurs autre chose que vision. Ce qui est important, c'est de définir ce qu'il y a derrière ça, et on va le définir par une image de la raison d'être de l'entreprise
de la mission réalisée. On va revenir sur le terme de mission. En quelque sorte, c'est ce à quoi l'entreprise appartient fondamentalement et idéalement, et ça va être qui se sera produit dans 10 ou 20 ou 30 ans lorsque l'entreprise aura pleinement réalisé ses prestations. C'est en quoi le monde va évoluer demain et en quoi l'entreprise va faire partie de cette évolution, et de cette évolution bien sûr positive. Il faut que la vision soit positive, sinon elle n'est pas engageante. Donc cette vision-là, ça va être cette image de la raison d'être. Donc on peut aussi bien l'appeler raison d'être ou finalité ou quoi que ce soit, ou ambition d'entreprise, chacun l'appelle comme il veut. L'important, c'est d'avoir cette idée-là. C'est un peu le phare qui guide le navire à long terme, avec une échéance quasi inaccessible pour pouvoir donner une direction stable et fiable. Et pour atteindre cette vision, eh bien, on a par la suite la mission. La mission va nous permettre de tracer le chemin qui nous conduit à cette vision. Donc voilà, pour définir la vision, que construisons-nous ensemble et à quoi cela ressemblera-t-il en détail quand ce sera achevé? Et la mission, c'est quelque part le chemin qui nous conduit à cette vision. Donc la vision, c'est l'image de la raison d'être dès lors que la mission sera réalisée. Et pour définir cette mission, eh bien, on va définir qui on est. On retrouve cette notion d'identité. Que réalisons-nous ensemble? Qui sont nos clients? Quels sont leurs attributs, leurs caractéristiques? Et que leur apportons-nous concrètement? Quelle est la valeur qu'on apporte à nos clients? Donc voilà les deux premiers éléments de la culture d'entreprise, vision et mission. Et le troisième élément, eh bien, porte sur les valeurs éthiques. Pour les valeurs éthiques, moi, je vous propose de nous appuyer directement sur une définition du Larousse. Et le Larousse définit les valeurs ou une valeur comme suit: c'est ce qui est posé comme vrai, beau, bien d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre. C'est quelque chose à défendre, un idéal à atteindre, donc c'est quelque chose de purement conceptuel, mais qui va nous permettre d'évaluer, de porter un jugement sur les actions qui sont conduites, voilà, en fonction de si elles vont ou pas dans le sens de cet idéal à défendre. Alors, par exemple, on peut très bien se séparer d'un fournisseur en disant que, en fait, on ne travaille plus avec lui, nous avions des valeurs différentes. Donc, exemple donné par le Larousse, qui me semble être un bon point de départ pour définir ce qu'on entend par valeur. Pour la performance d'une équipe, nous nous appuyons régulièrement sur 6 clés qui déterminent la performance d'une équipe. Si une des clés est défaillante, l'équipe ne pourra pas performer. Alors, j'ai réalisé un webinaire sur ce sujet. Vous pourrez y accéder. Il est en replay sur YouTube. Donc, pour plus de détails, allez consulter ce webinaire. Mais ces 6 clés sont le leadership, l'objectif commun, les règles du jeu, le plan d'action, la prise de risque et l'inclusion ou l'implication, 100% d'inclusion et d'implication des collaborateurs. Sur ces 6 règles, la troisième, sur ces 6 clés, voilà, la troisième, les règles du jeu, sont un des 6 piliers. Et ces règles du jeu, eh bien, vous pouvez les retrouver sous forme de règlement intérieur, sous forme d'horaire de travail ou même de fiches de poste dans une certaine mesure. Donc, il y a des documents formels dans l'entreprise, mais il y a aussi des règles informelles. Les règles informelles, c'est comment il est bon de se comporter dans l'entreprise. Les règles informelles sont la culture d'entreprise. Donc, cette notion de culture d'entreprise est une notion importante qu'on va retrouver pour la performance des équipes au sein des entreprises. Alors, pourquoi s'intéresser aux valeurs de l'entreprise? Eh bien, parce que les valeurs constituent un élément fondamental, un élément prépondérant de la motivation des collaborateurs. Et dans un premier temps, avec les accélérations technologiques sur ces quelques dizaines d'années, et puis ces dernières années, et puis ces derniers mois aussi, l'accélération technologique fait qu'il y a une péremption rapide des connaissances et des savoirs. Ce qu'on savait hier n'est peut-être plus utile ou utilisable aujourd'hui et le sera peut-être encore moins demain. Donc, il y a aussi une accélération de la spécialisation. Si on reprend la pyramide de Diels, la base 1, l'environnement, en fait, les accélérations technologiques modifie l'environnement dans lequel la personne morale évolue, modifie l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et modifie de telle sorte que rapidement les actions qui étaient faites hier ne seront peut-être plus adaptées demain. Et dans ce contexte-là, plus on monte la pyramide de Diels, plus on va retrouver une certaine stabilité.
puisque derrière, si on a un socle fiable avec une raison d'être et des valeurs fiables et solides, on va pouvoir ajuster derrière les compétences pour conduire les actions nécessaires à l'évolution de l'entreprise, à sa pérennité dans le nouvel environnement. Donc, ces accélérations technologiques rendent la définition des valeurs, la caractérisation des valeurs encore plus importante qu'au préalable. La globalisation s'accroît avec un travail en réseau de plus en plus important. Et dans ce contexte-là, chacun a besoin de connaître et de faire valoir une identité. Et là encore, on retrouve les éléments de la pyramide de Diels et les visions, missions, valeurs, rôles et identités, à savoir la culture de l'entreprise. La globalisation augmentant, eh bien, entraîne aussi un besoin supérieur dans la définition et la caractérisation d'une culture avec laquelle les collaborateurs vont pouvoir, s'identifier. En termes de recrutement, vous savez qu'on recrute de plus en plus sur du savoir-être et non plus sur du savoir-faire, parce que là encore, le savoir-faire doit évoluer, les actions à conduire évoluent, donc l'idée c'est de pouvoir plutôt développer des compétences, avoir les compétences pour développer des nouveaux savoir-faire rapidement. Et donc là, on touche au savoir-être. Là encore, un élément de la culture d'entreprise. Et on passe d'une société de produits à une société plus de services qui mettent en avant les valeurs de l'entreprise. Donc voilà les éléments fondamentaux de la culture d'entreprise, vision, mission, valeur. Maintenant, comment déterminer les valeurs qui constituent la culture de votre entreprise, comment les identifier et après comment les caractériser. C'est ce qu'on va voir maintenant avec un processus en 3 temps. Et d'abord, en préalable, on va se poser la question, faut-il identifier une valeur ou des valeurs ou faut-il définir des valeurs dans l'entreprise? Alors, je dirais qu'il y a 2 cas distincts. Le cas des grandes entreprises avec une histoire, un passé, de plusieurs dizaines, voire quelques 100 ou 150 ou 200 ans. Et puis, il y a le cas aussi des TPE et des PME ou des entreprises qui ont très peu d'historique ou quelques années d'existence. Dans un premier cas, on va avoir tendance à identifier, c'est-à-dire qu'on pressent que les valeurs sont déjà partagées dans l'organisation, auquel cas il faut aller à la pêche. On va conduire des enquêtes qui vont permettre d'identifier les valeurs qui sont vécues et partagées par les collaborateurs. Donc on va faire des enquêtes auprès des dirigeants et des collaborateurs ou un échantillon représentatif de collaborateurs si la taille de l'entreprise est trop importante pour interroger tout le monde. Un deuxième cas, on peut choisir de définir des valeurs, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on ne s'interroge pas sur quelles sont les valeurs qui sont partagées par l'équipe, l'entreprise ayant, par exemple, un historique relativement récent. Il est peut-être encore trop tôt pour définir très clairement des valeurs stables et partagées par tous. Donc, on va partir de zéro et on va aller chercher des valeurs. En général, on s'appuie, c'est le cas des TPE et des PME, et en général, on s'appuie sur les valeurs du chef d'entreprise directement, quelles sont ses valeurs à lui, et après, on va aller solliciter les équipes pour ensemble définir comment les valeurs sont vécues. Mais il est important de partir sur les TPE et les PME des valeurs du chef d'entreprise parce que c'est lui qui a créé son entreprise, il y a mis son existence, il y a mis ses tripes, il y a mis ses émotions, il y a mis de sa personne et c'est forcément la personne qui va avoir le plus d'impact et le plus de ferveur dans la défense des valeurs qui sont les siennes. Donc, on part de là pour pouvoir après construire la culture d'entreprise. Alors, bien sûr, si vous êtes dans des situations intermédiaires ou si vous avez plutôt envie de solliciter l'ensemble de votre équipe pour vous aider à définir ensemble des valeurs d'entreprise, vous pouvez très bien le faire. Je vous ai parlé de 2 situations diamétralement opposées, mais vous pouvez combiner les 2 approches, soit identifier des valeurs partagées, soit définir vos valeurs et les transmettre après à l'équipe. L'important, une fois pour définir ces valeurs, c'est d'être sûr que les valeurs que vous choisissez ensemble, alors quand je parle ensemble, c'est l'ensemble des valeurs que vous définissez, que vous conservez, que vous voulez mettre en avant dans la culture de l'entreprise. Il faut que vous vous assuriez que ces valeurs couvrent un ensemble de thèmes qui portent sur tous les champs d'influence qui peuvent conditionner les actions de chacun dans l'entreprise. Et en l'occurrence, les thèmes à couvrir sont les suivants. Il doit y avoir des valeurs qui portent sur des thèmes
commerciaux, donc des valeurs commerciales, quelles relations vous souhaitez vivre avec vos clients. Il va y avoir des valeurs sociales, les relations que vous voulez avoir avec votre équipe ou que vous voulez que les membres de votre équipe aient entre eux, des valeurs sociétales qui représentent les engagements envers vous, vous-même, envers les autres. Donc, ce sont des valeurs qui sont plus globales, qui sont un cran au-dessus par rapport aux valeurs sociales, aux valeurs sociétales. Il va y avoir des valeurs métiers. En gros, quelles sont les compétences? Qu'est-ce que vous apportez à votre secteur d'activité en termes d'innovation, en termes de savoir-faire unique? Voilà, quelles sont les valeurs métiers sur lesquelles vous voulez vous appuyer? Des valeurs d'épanouissement qui sont là des valeurs un peu plus individuelles, votre développement personnel, celui des collaborateurs dans l'entreprise et la place aussi de l'entreprise et des collaborateurs dans la société. Et enfin, un 6e thème à couvrir, des valeurs plus spirituelles, votre place dans l'univers, comment vous vous voyez dans l'univers, comment vous voyez l'évolution de l'entreprise. Et ce sont des valeurs qui ont de plus en plus d'importance en ce moment et je pense à l'avenir, avec des questionnements forts sur la place de l'humanité dans l'univers et sur Terre et puis l'impact du développement de cette humanité par rapport aux conditions écologiques, à la pérennité de l'espèce humaine sur la planète. Donc voilà, autant de valeurs qui ont de plus en plus de poids dans les cultures des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Donc, vous définissez vos valeurs, vous allez chercher des valeurs pour être sûr de couvrir l'ensemble de ces thèmes. Et en gros, vous devez arriver à une liste de 5 à 12 valeurs. Si vous en avez plus, c'est sans doute qu'il y en a quelques-unes qui sont redondantes ou que vous pouvez économiser. Si vous en avez moins, il y a très peu de chances que l'ensemble de ces 6 thèmes soit couvert. Donc, allez chercher un jeu de 5 à 12 valeurs qui va représenter ce qui est essentiel pour vous et ce qui est essentiel pour l'équipe. Et ensuite, vous allez faire une liste et être sûr que chacun des thèmes soit bien représenté. Alors, par exemple, moi, j'utilise classiquement cette grille d'analyse. Là, j'ai pris les 14 valeurs d'Action Coach. À Action Coach, on a 14 valeurs, on en a un peu plus que 12. Donc, on a l'engagement, appropriation, intégrité, excellence, communication, etc. Donc 14. Et dans les colonnes, j'ai reporté les 6 thèmes évoqués, donc les valeurs relationnelles, sociales, sociétales, et de compétences, d'épanouissement et les valeurs morales et spirituelles. Et puis, il y a une coche, l'engagement, par exemple, l'engagement auprès des clients. Donc, c'est une valeur qui a une portée et qui touche au thème des valeurs commerciales, mais c'est aussi l'engagement soi envers les autres, donc il y a une portée sociétale. L'appropriation, quand on s'estime responsable de nos actes, positionnement sociétal. Donc, voilà, le terme des valeurs sociétales, le thème des valeurs sociétales est bien couvert. Voilà, et vous passez en revue chacune des valeurs que vous avez définies dans votre liste de 5 à 12 valeurs et vous vérifiez comme ça que chacun des thèmes est bien représenté. Alors, vous voyez qu'une valeur peut toucher plusieurs thèmes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien faire porter des valeurs, que certaines valeurs aient un lien avec plusieurs des thèmes. Ça ne doit pas être exclusif, donc c'est vous qui voyez. Puis, de même, chaque thème peut être couvert par plusieurs valeurs. Il n'y a pas non plus de contradiction à ça. L'important, c'est que chacun des thèmes soit couvert. Ensuite, vous allez procéder à la formalisation et cette formalisation ou cette description va consister à décrire les comportements souhaités pour exprimer chacune des valeurs que vous avez gardées sur votre liste. Première étape, vous allez faire un brainstorming, vous réunissez l'équipe et puis vous leur demandez de réfléchir aux comportements qui sont attendus dans l'entreprise et aux comportements qui sont inacceptables. Donc, premier point, dans l'entreprise, quels sont les comportements exemplaires, quels sont les comportements attendus, et vous prenez des notes à la volée. Donc, voilà, chacun va s'exprimer et vous collectez autant d'informations que possible sur les comportements qui sont attendus dans l'entreprise. Ensuite, première phase de cette étape réalisée, vous allez chercher les comportements proscrits, c'est-à-dire les comportements qui sont inacceptables, que vous ne voulez pas voir dans l'entreprise ou les comportements qui amèneraient l'entreprise à sombrer assez rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour couler l'entreprise? Voilà, si vous posez la question, les gens vont avoir pas mal d'idées. Voilà, tout ce qui peut être fait pour planter l'entreprise. En général, l'imagination est débordante. Vous avez là, comme ça, une liste de 20, 30, 40, 50 comportements attendus ou proscrits. Et vous pouvez commencer à les regrouper et à voir à quelle valeur chacun de ces comportements fait référence. Et normalement, vous devez pouvoir répartir. S'il y a des valeurs qui se retrouvent sans comportement, vous continuez un peu la réflexion par rapport à cette valeur. Quand on dit respect,
Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entreprise pour manquer de respect à tout le monde, ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entreprise pour faire preuve de respect. Voilà, s'il y a des valeurs qui n'ont pas trop de comportement, creusez. Et puis aussi, si vous trouvez des comportements qui ne se rapportent à aucune valeur dans votre liste, eh bien, c'est peut-être que vous pouvez compléter la liste et puis rajouter la valeur en face qui correspondra au comportement que vous avez décrit et qui se retrouve un petit peu orphelin. Donc voilà pour la première étape, vous listez les comportements, bons ou mauvais, dans l'entreprise en lien avec les valeurs. La deuxième étape va consister à illustrer réellement ce que vous voulez voir comme comportement dans l'entreprise pour être en accord avec les valeurs. Donc, les comportements attendus. Pour ce faire, vous allez prendre la liste précédente et en particulier, vous allez prendre tous les comportements inacceptables, tous les comportements proscrits et un par un, vous allez les transformer en comportements attendus. Par exemple, si dans les comportements proscrits, je critique mes collègues dans leur dos, eh bien, vous allez réfléchir comment je peux transformer ça de manière positive et quel serait le comportement attendu à la place de celui-là. Eh bien, ça peut être par exemple, lorsque je parle d'un collègue, je le fais de la même façon qu'il soit là et qu'il ne soit pas là. Vous voyez que quand on parle d'un collègue quand il est là, assez facilement, on peut utiliser un langage différent de ce qu'on utiliserait quand il n'est pas là. Donc, si un comportement proscrit, c'est de critiquer ses collègues, eh bien, forcément, mécaniquement, si le comportement opposé ou le comportement attendu, c'est qu'on en parle, qu'on parle de ce collègue de la même façon s'il est là ou s'il n'est pas là, eh bien, vous voyez comment vous allez pouvoir faire vivre la valeur, par exemple, du respect, si ce comportement-là, vous le liez au respect. Vous voyez comment vous pouvez transformer un comportement proscrit et aller chercher son équivalent attendu pour pouvoir caractériser et illustrer vos comportements et vos valeurs. Donc, une fois que vous faites ça, vous le faites pour tous les comportements et pour chacune des valeurs. Alors, si vous avez plus de 50 comportements, peut-être que vous allez garder ceux qui sont les plus importants. Si vous en avez 200, vous n'allez pas traiter les 200. Mais il faut que vous en ayez suffisamment pour pouvoir après bien les rassembler et écrire un petit paragraphe pour chacune des valeurs. Donc, pour chaque valeur, vous rédigez une description en vous inspirant des comportements attendus, ceux qui avaient été listés comme tels ou ceux que vous avez retravaillés pour qu'ils deviennent des comportements attendus. Dans votre paragraphe, vous allez utiliser le « je » ou le « nous ». Par exemple, si le comportement, c'est dire bonjour, eh bien, vous pourrez écrire dans le paragraphe « Je fais preuve de politesse et de courtoisie en saluant, remerciant et en regardant avec attention et considération chacun de mes interlocuteurs ». Donc là, sur l'exemple présent, il y avait peut-être plusieurs comportements qui avaient été décrits comme ça à la volée. Eh bien, vous pouvez en faire une synthèse et vous commencez par « je ». Là, en l'occurrence, je fais preuve de politesse. Vous pouvez aussi commencer par « nous ». Là, c'est vous qui êtes libre de votre choix, mais c'est important d'impliquer la personne pour que quand elle lit le paragraphe, elle s'imagine en train de réaliser le comportement positif attendu dans l'entreprise. Voilà, et vous pouvez compléter chaque valeur pour aboutir à une première version de la charte d'entreprise. Une fois que vous aurez fait chacune des valeurs, vous aurez des paragraphes. Si je prends, par exemple, quelques-unes des valeurs d'Action Coach, donc on a en valeur intégrité, le paragraphe suivant, je parle toujours vrai, je fais toujours ce que j'ai promis de faire, je ne prends des engagements que lorsque je suis prêt à les tenir, je fais part aux personnes concernées des problèmes potentiels dès que j'en ai connaissance, je mets tout en œuvre pour résoudre les désaccords et ce, le plus rapidement possible. Voilà un petit paragraphe tout simple pour cette valeur. À l'appropriation, il y a un autre paragraphe équivalent et travail en équipe, encore un autre paragraphe, peut-être un petit peu plus long, peut-être un petit peu plus court. L'important, c'est que ça donne suffisamment de contenu et de précision pour pouvoir clarifier chacune des valeurs. Donc, si vous avez 7, 8, 9 valeurs, eh bien, vous aurez 7, 8, 9 paragraphes de ce type-là qui va illustrer chacune des valeurs. Ensuite, troisième étape, eh bien, vous allez finaliser la charte que vous êtes en train de réaliser. Et pour ce faire, vous allez soumettre votre première version à l'équipe et vous allez collecter les objections ou les compléments éventuels. Il y a peut-être des collaborateurs qui vont dire « moi, j'ai l'impression qu'il manque ça ». Donc, vous allez en discuter si besoin de correction. Vous allez corriger la première version pour aboutir à une deuxième ou une troisième version, bref, une version définitive. Et ensuite, une fois que la dernière version est actée et acceptée de tous, eh bien, vous aurez défini votre culture d'entreprise. Bravo à vous. C'est ça, vous avez réussi et vous avez formalisé cette culture. Vous allez pouvoir par la suite la faire vivre et l'utiliser comme point de référence pour pouvoir
si besoin, réorienter un collaborateur qui serait en train d'agir en dehors des valeurs de l'entreprise, en dehors de la culture d'entreprise. Vous allez pouvoir, comme ça, utiliser cette charte d'entreprise. Attention, ici, voilà, on préfère agir de cette façon-là avec un client, avec un fournisseur, avec un collègue. Donc voilà, de manière assez simple, comment formaliser la culture d'entreprise. Le point important par la suite, ce sera de faire vivre ces valeurs, de faire en sorte que vous, en tant que dirigeant, dirigeante ou en tant que collaborateur, que chacun des collaborateurs et des collègues puissiez avoir un comportement en adéquation avec la valeur de l'entreprise pour pouvoir fédérer et générer du collectif et de la synergie. Donc, ce qui compte, ce n'est pas forcément les aptitudes à ce niveau-là, mais c'est bien l'attitude, si on reprend la citation de Gandhi. Voilà pour aujourd'hui. Pour conclure, je dirais que la culture, c'est fondamentalement ce qui va différencier des entreprises entre elles dans un secteur d'activité. Deux entreprises de maçonnerie pourront avoir des cultures différentes si les valeurs portées ne sont pas les mêmes. Et ça donnera deux entreprises qui seront fondamentalement différentes, même si le métier est le même, la façon de réaliser le métier différenciera ces entreprises, et tout ça à partir de la vision, des valeurs et de la mission que l'entreprise se définit. Un point important, c'est que quelle que soit l'entreprise, que la culture soit formalisée ou pas, la culture existe. Si elle n'est pas formalisée, on ne sait pas forcément si elle est positive ou si elle est négative ou s'il y a des points à améliorer parce qu'elle n'est pas formalisée, mais ceci dit, il y a une culture puisque les gens ont des comportements. L'important, ça va être de pouvoir identifier et savoir si effectivement il y a ce qu'on appelle un alignement entre la valeur et les comportements et si la culture est une culture positive pour l'organisation et les parties prenantes. Donc, formaliser la culture permet de la partager, permet aussi d'améliorer ses besoins, si besoin, et d'améliorer les comportements. Et la formalisation n'est qu'une étape parce que ce qui est important après, ce sera de faire vivre la culture. Donc voilà, en conclusion. Pour ce webinaire, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, à votre disposition. Et vous pouvez aussi, bien entendu, par email, ou si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le développement de l'entreprise, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche. Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre attention. J'espère que ce webinaire sur la culture d'entreprise vous aura parlé et que vous en aurez tiré ou que vous en tirerez les clés, les astuces nécessaires à une bonne formalisation. Je reste dans tous les cas à votre écoute. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.